Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans une publication locale que je trouve fascinante, le numéro de décembre 2025 du journal Le Tambour de Castillonnès. Bonjour. C'est une publication mensuelle, gratuite, qui est éditée par une association, Patrimoine vivant de Castillonnès, et qui se consacre vraiment à l'histoire d'une bastide du Sud-Ouest, fondée au XIIIe siècle. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste, comment dire, un recueil de faits historiques. On sent tout de suite qu'il y a une vraie philosophie derrière. Ah oui, L'idée, ce n'est pas seulement de raconter le passé pour le passé, c'est de l'utiliser via la mémoire collective, les archives bien sûr, mais aussi le terrain, pour comprendre ce qui fait l'identité de la ville, ses forces, ses cycles, et même son potentiel un peu caché, quoi. tout à fait, et l'éditorial de ce numéro d'ailleurs le montre très bien. Il est signé Jean-Louis de Biasy et il donne le ton d'une manière assez inattendue. Ah oui, le titre, c'est Le goût du présent. Exactement. On s'attend à de l'histoire pure et dure et en fait on nous parle du crépitement d'un feu de cheminée, des bulles de champagne et d'un bon repas. C'est une vraie ode à ce qu'il appelle notre art de vivre. C'est une excellente façon d'aborder les choses. L'éditorialiste, en fait, il pose une idée assez forte. Cette culture immatérielle, ces petits plaisirs, c'est un patrimoine. C'est tout aussi précieux que les vieilles pierres de la Bastide. C'est ça. Il tisse ce lien entre bien vivre aujourd'hui et la responsabilité qu'on a de construire un avenir qui soit fidèle à ses racines. Il y a une métaphore que j'ai trouvée particulièrement belle. Celle des cloches. Exactement, celle des cloches. Il dit que quand elles sonnent, elles ne font pas que marquer l'heure. Elles font vibrer quelque chose en chacun, une sorte de mémoire partagée. L'âme de la ville. Voilà, c'est ça, une vibration collective. C'est une très belle image. Et la conclusion de l'édito est une vraie déclaration de Dion, d'amour et de responsabilité. Il raconte qu'on lui a dit « Castillonnès, ce n'est quand même pas le centre du monde ». Hmm. Et il répond « En réalité, cette ville est le centre de notre monde, et son avenir est entre nos mains ». C'est une façon de dire que l'histoire, ce n'est pas figé, c'est une matière vivante. C'est exactement ça, le cadre est posé. Et on va voir comment cette matière vivante s'est exprimée. Le premier article, d'ailleurs, nous plonge dans une tradition pleine de ferveur populaire. On y vient, on quitte la philosophie pour la poussière et le bruit avec l'histoire des courses de chevaux, une tradition qui commence vers 1850, et les débuts, c'était assez rustique, on peut dire. Ah, on peut le dire, oui. L'article décrit un spectacle incroyable. Les toutes premières courses, elles n'avaient pas lieu sur une piste, hein, Non, c'était sur la route. directement sur la route nationale. L'auteur parle d'un ruban de poussière. Il faut imaginer la scène, hein. Les gens massés dans les fossés pour voir les cavaliers s'élancer. C'est fou. C'est presque dangereux, j'imagine l'ambiance. Et ça évolue comment alors? J'imagine qu'ils ont cherché un cadre un peu plus sécurisé. Ben, l'enthousiasme a été tel que ça a bougé assez vite. Dès 1859, un grand propriétaire du coin, le marquis de Carbonnier, a dû trouver que ça manquait un peu de panache. D'accord. Et donc il a prêté une de ses prairies, le Grand Pré, pour accueillir les courses. Le succès a été immédiat et du coup ça a mené en 1868 à la création de la première société hippique de Castillonnès. D'accord, donc là on a une structure officielle, mais est-ce qu'on a un hippodrome fixe pour autant? Pas encore. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça révèle vraiment la structure sociale de l'époque. Après une pause à cause de la guerre de 1870, les courses reprennent en 1875, mais l'hippodrome est nomade. Nomade, c'est-à-dire? C'est-à-dire que chaque année, une grande famille de l'aristocratie locale prêtait une de ses prairies pour la journée. Un coup chez les deux Montards, une autre fois chez les deux Carbonniers. Les courses suivaient les invitations, quoi. C'était un événement mondain. On passe d'un truc populaire un peu sauvage à un mécénat de l'aristocratie. C'est un reflet fascinant de la société. Et à quel moment ça devient un projet pour toute la ville? C'est la troisième étape, en quelque sorte. La municipalisation. Ça se passe au début du XXe siècle. Entre 1901 et 1911, on a une première piste permanente qui est tracée à la Brodie. Ah, enfin. Oui, sur un terrain qui appartenait au maire de l'époque. On sent la volonté de rendre ça pérenne, de ne plus dépendre du bon vouloir des grandes familles. Et le point final de cette longue histoire? Il arrive en 1912. Là, la commune franchit le pas. Elle achète un terrain, qui s'appelle Sarlande, et elle y fait construire des tribunes. C'est un acte fondateur. Après plus de 60 ans à se balader, l'hippodrome a enfin sa maison. Et le nom de Sarlande reste associé aux courses. Pour toujours. C'est ça qui est beau. L'article montre que l'histoire d'un champ de course, c'est en fait la naissance d'un projet civique.
Cette idée de structuration, de passage du spontané à l'organisé, on la retrouve dans un autre article sur la conquête de la nuit. Ah oui. Le journal nous fait passer de la ferveur des courses à l'ambiance d'une Bastide plongée dans le noir absolu. L'article sur l'éclairage public Saisissant. il l'est, parce qu'il nous rappelle une réalité qu'on a totalement oubliée. Il cite des témoignages de l'époque qui parlent de bruits étranges, de fantômes. La nuit, c'était un autre monde. Un monde qui pouvait faire peur. Alors comment on commence à apprivoiser cette nuit? J'imagine que ça s'est fait par étapes. Oui, la toute première tentative est très modeste. En 1850, la mairie installe 15 réverbères à huile. D'occasion en plus. D'occasion, oui. Le premier vrai progrès, c'est en 1889. On passe aux lampes à pétrole qui sont plus efficaces. Et puis, à la fin du siècle, arrive une innovation qui semble très prometteuse. L'acétylène, Oui. j'ai vu qu'ils avaient fait un essai. C'est ça. En 1897, une seule lampe à acétylène est installée à l'angle de la mairie. L'essai concluant, le conseil municipal approuve même la généralisation du système en 1901. L'affaire semble entendue. Mais, Mais il y a un mais de taille. Le système ne sera jamais installé. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle une rupture technologique. c'est-à-dire, Pendant que la mairie délibère, une autre révolution est en marche, beaucoup plus rapide, l'électricité. En quelques années à peine, l'acétylène est devenue complètement obsolète avant même d'avoir été déployée. c'est fou la vitesse à laquelle les choses ont basculé. Du coup, l'électricité arrive quand, concrètement? Très, très vite, dès 1904, le projet acétylène est annulé et le Conseil vote pour l'éclairage électrique. Et dès 1905, 40 lampes illuminent les rues. La modernité est là. Et que deviennent les vieux réverbères? C'est un détail charmant que l'article mentionne. Ils sont démontés. Certains sont vendus à des villages voisins, mais d'autres sont rachetés par des habitants de Castillonnès pour décorer leur jardin. C'est une belle fin. Et l'article ne s'arrête pas là. Il prolonge la réflexion jusqu'à nous. Il dit que l'éclairage, autrefois un luxe, est maintenant perçu comme vital et que la nuit est devenue quelque chose à repousser. L'arrivée des LED, très économes, a provoqué une sorte de surenchère lumineuse. Et l'article pose la question de la sobriété? Exactement. Il nous dit « Cette histoire peut nous éclairer, c'est le cas de le dire, sur nos choix futurs. » C'est bien vu. C'est une excellente façon de lier le passé au présent. De ce progrès technique, le journal nous emmène vers une histoire plus spirituelle et aussi plus sombre. On aborde la chapelle des pénitents blancs et Saint-Roch. Qui étaient ces pénitents blancs? C'était une confrérie de laïcs catholiques. Leur mission, c'était la prière et surtout la charité, mais une charité très discrète, très humble. D'où les fameuses cagoules, les capirotes. L'image devait être incroyablement forte. Ah oui, c'était un spectacle marquant. Le but de la cagoule, qui masquait tout le visage, était fondamental, garantir l'anonymat. Sous la cagoule, le riche et l'artisan étaient égaux. Pas de gloire personnelle à en tirer. Et leur histoire est liée à un drame terrible pour la ville. Au plus grand drame, oui. La Grande Peste de 1653. C'est une catastrophe, il faut imaginer. En 3 mois, l'épidémie emporte plus d'un tiers de la population. Un tiers? C'est énorme. C'est dans ce contexte de désespoir total que tout bascule. C'est là qu'intervient le vœu des habitants Irène. Précisément, le 16 août 653, jour de la Saint-Roch, le saint qu'on invoque contre les épidémies, les consuls et les survivants font un vœu solennel. Si l'épidémie cesse, ils construiront une église en son honneur. Et ça a marché? Disons que, dans les semaines qui suivent, l'épidémie recule enfin. Le vœu doit donc être honoré. Et plutôt que de construire un bâtiment neuf, ils décident d'agrandir la petite chapelle des pénitents blancs qui se trouvait juste hors des remparts. Et elle devient l'église Saint-Roch. Exactement. Et c'est elle qui donnera son nom à tout le faubourg qui va se développer autour. C'est une église qui est née d'une promesse faite au cœur du désastre. C'est une histoire de survie inscrite dans la pierre. Et c'est là que le journal fait un saut assez audacieux. On quitte l'histoire documentée pour une sorte d'origine mythique, avec la suite d'une nouvelle de fiction. Les secrets de la colline, oui. Ce chapitre s'appelle « Le feu de Brigide ». C'est un choix éditorial très fort. La fiction vient là où les archives se taisent, pour proposer une autre vérité, plus symbolique. Et la scène décrite est très puissante. On est la nuit, dans une clairière. Un groupe de femmes mène un rituel autour d'un feu. Oui, un feu sacré, qu'elles allument à un moment très précis, lorsque l'étoile Sirius atteint un point spécifique dans le ciel. Le tout accompagné de chants lents, graves. C'est une ambiance très mystique. Quelle est la signification de ce rituel? C'est un rituel de connexion entre le cosmos, représenté par Sirius, l'étoile la plus brillante, et la Terre.
Une prêtresse, Bran, offre du lait au feu en invoquant Brigide, flamme éternelle, une divinité liée à la lumière, à la fertilité. L'idée, c'est de canaliser l'énergie de l'étoile pour qu'elle pénètre le sol, les sources, et qu'elle apporte la vie. Et il y a cette vision, une jeune femme voit des silhouettes de lumière. Oui, à Edna. Mais le passage le plus vertigineux, c'est la fin. La prêtresse Bran lui dit une phrase prophétique en parlant de ce lieu. Elle dit « Un jour, d'autres viendront bâtir ici. Ils croiront inventer, mais c'est la lumière et l'énergie de ces nuits qu'ils suivront. » Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça ouvre une perspective incroyable. La nouvelle suggère que le tracé des rues de la future Bastide ne sera pas seulement le fruit d'un plan rationnel. Mais qui suivrait ces lignes de force. Inconsciemment, oui. Il suivrait des axes énergétiques établis par ces rituels, comme s'il y avait une mémoire invisible dans le paysage, une géographie sacrée qui préexisterait à la ville. L'idée que les rues qu'on prend tous les jours puissent être alignées sur une étoile selon un rituel millénaire, c'est une pensée assez folle. C'est la force de la fiction. Elle ne prétend pas que c'est une vérité, mais elle propose une origine poétique. Elle suggère que sous le quadrillage de la Bastide, il y a peut-être une couche plus ancienne, plus intuitive. Quand on fait le bilan, ce numéro du journal est d'une richesse incroyable. On a voyagé des rituels païens jusqu'aux premières ampoules électriques, en passant par le drame de la peste et la ferveur des courses de chevaux. Et ce qui est fort, c'est que tous ces récits dialoguent. C'est bien ça, la mission que le journal semble s'être fixée. Tisser des liens entre tous ces fragments d'histoire pour nous donner une compréhension plus profonde de l'identité de Castillonnès aujourd'hui. Et peut-être envisager son avenir? Voilà, avec plus de conscience. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient dans le coin, on précise que le tambour de Castillonnès se trouve gratuitement dans la plupart des commerces de la ville. Et il y a une très bonne nouvelle. L'édition reliée. Exactement. Une édition qui regroupera tous les articles de 2025, enrichis de textes inédits et de nouvelles illustrations. C'est une excellente initiative pour pérenniser ce travail de mémoire. Clairement. Ce numéro de décembre est une vraie réussite et il donne très envie de lire la suite. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, je reviens sur cette nouvelle, le feu de Brigide. Elle soulève une question qui dépasse largement le cadre de Castillonnès en fait. Cette idée que l'organisation de nos villes ne serait pas seulement le fruit du hasard ou d'un plan, mais qu'elle pourrait suivre des alignements établis il y a des siècles. Ça amène à s'interroger. Oui. Quelles histoires invisibles, quelles mémoires oubliées sont inscrites dans les paysages que nous habitons tous les jours ?